Oui, donc bonjour, Madame et Monsieur le modérateur, chers collègues, chers amis. Donc merci pour l'invitation. Alors, je vous propose maintenant de clore cette magnifique session de proctologie en abordant ensemble donc, le thème des lésions périnéales de la maladie de Crohn, ce que le gastro-entérologue doit savoir en 2024. Alors, ce qui est à peu près clair pour tous aujourd'hui, c'est que l'apparition d'une LAP dans l'évolution de la maladie de Crohn de nos patients, ça représente un événement terrible dans l'évolution de la maladie et donc c'est un facteur péjoratif majeur. Deuxième élément à peu près clair, c'est qu'en cas de suppuration, le drainage chirurgical est le plus souvent nécessaire. Troisième élément, le traitement médical de référence aujourd'hui pour les LAP de Crohn, ce sont les anti-TNF. Je vous ai rapporté ici cette étude de 2011 qui fait référence pour retranscrire le fardeau de ces LAP. Une étude qui mettait bien en évidence la répercussion donc, de ces lésions périnéales dans des spectres aussi variés que l'incontinence anale, la douleur, la répercussion sur le travail, la vie sexuelle et l'activité physique. Ici, des travaux plus récents qui montrent la répercussion donc, spécifique des fistules dans la vie de nos patients en termes de maladie de Crohn. Alors, la prise en charge des suppurations anales du Crohn repose à la fois, non pas uniquement sur une prise en charge chirurgicale, ni uniquement sur une prise en charge médicale, mais bien sur une approche médico-chirurgicale. Alors, au niveau chirurgical, on va ouvrir les abcès à la peau, drainer la fistule et mettre un céton donc non serré dans le trajet dans un premier temps. Mais je me permets d'insister quand même sur l'intérêt d'un drainage chirurgical de qualité par des opérateurs expérimentés, parce que vous savez que les suppurations périnéales de Crohn, c'est souvent assez redoutable à traiter, et parfois on constate des optimisations de traitement médical ou même des changements de molécules, alors que le drainage chirurgical aurait pu être optimisé. Donc, chirurgie de drainage, mais pas seulement. J'ai sélectionné parmi de nombreuses études, celle-ci qui avait été présentée au GIFOD en 2020, de l'étude de l'équipe rennaise, ou celle-ci, l'essai PISA 2 néerlandais. Donc, des études qui font état donc, de la supériorité d'une prise en charge médico-chirurgicale. Ici, l'essai PISA 2, qui montrait sans grande surprise que drainage chirurgical plus anti-TNF, ça faisait mieux que l'anti-TNF seul. Donc, je ne reviens pas sur l'efficacité de l'infliximab, qui est la première des biothérapies à avoir montré une efficacité spectaculaire dans les fistules de Crohn. Et l'infliximab, c'est l'anti-TNF dont le niveau de preuve est le plus solide aujourd'hui. Cependant, même si dans le cas des périnées ulcérés et hautement inflammatoires, l'infliximab, je pense, fait mieux et plus vite que l'adalimumab, dans le cas des fistules, dans mon expérience, il n'y a pas de différence majeure entre les deux molécules. Et je vous ai rapporté ici cette étude qu'on avait menée à Bordeaux avec David Lahari, à l'occasion de la thèse d'une interne bordelaise. Donc c'était une cohorte de 120 patients avec fistules, drainés par céton, et on voyait qu'il n'y avait pas de différence significative en termes de réponse ou de rémission à 1 an, que la fistule ait été sous infliximab ou sous adalimumab. Autre élément qui bouge, c'est la notion qu'il faut probablement des doses de médicaments plus élevées pour mettre en rémission les lésions périnéales que pour les lésions luminales. Et on a de nombreux travaux publiés ces dernières années qui font état d'une association forte entre rémission de la fistule et un taux d'anti-TNF élevé dans le sang. Alors, anti-TNF, si besoin, optimisé, et en combothérapie, comme recommandé donc, dans les algorithmes de la SNFCP sur la gestion des LAP donc, en 2021. Et puis, j'aurais pu vous parler des diverses classifications des LAP, et notamment du PDAI, le Perineal Disease Activity Index, qui associe des items cliniques et des items fonctionnels, et donc qui retraduit bien le fardeau de ces LAP.
ou bien de la difficulté à décrire ces lésions périnéales et notamment les suppurations compte tenu de leur trajet profond et complexe, et de ce fait de l'intérêt de l'IRM qui est maintenant devenu incontournable, indispensable dans la caractérisation des trajets, ce qui nous guide dans notre acte chirurgical, et ça nous permet aussi de pouvoir gérer le timing du retrait du céton avec l'évolution des signaux inflammatoires. Donc, j'aurais pu développer tous ces outils, mais bon, j'ai supposé que vous seriez sans doute plus intéressé par les avancées thérapeutiques. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc, pour l'ustekinumab, bon, qui est plus si récent que ça, l'étude qu'on ressort à chaque fois, c'est l'analyse post-hoc du GTED, qui repose donc sur des éléments d'évaluation pragmatique, c'est-à-dire que l'échec était évalué sur le changement du traitement médical ou sur une reprise chirurgicale. Et les résultats, eh c'était un peu moins de 38% de réponse et 22% de récidive, avec un délai moyen de suivi d'à peu près 1 an. Et puis pour le vedolizumab, donc dans la même analyse post-hoc, eh bien, on voit que ça fait nettement moins bien, puisqu'on a 22,5% de réponse clinique à 1 an en moyenne et plus de 30% de récidive. Alors, évidemment, donc, c'est deux séries rétrospectives de 2 molécules différentes, donc méthodologiquement, on n'a pas le droit de comparer les deux, on est bien d'accord, mais ça retranscrit bien notre analyse terrain, à savoir que pour les fistules de Crohn, l'ustekinumab fait mieux que le vedolizumab. Et puis les nouvelles molécules, alors notamment les anti-IL-23, ça donne quoi? Alors je vous ai rapporté ici l'évaluation donc rétrospective des 100 premiers patients traités par risankizumab, donc l'analyse du GTED. Parmi ces 100 patients, on en avait 25 qui présentaient des LAP et donc qui présentaient des ulcérations ou des fistules anopérinéales. Et alors voilà, qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, on a la réponse, donc, sur ces 25 patients, on a 48% de réponse. Alors, la réponse, bon, c'est pas très sérieux comme analyse. C'est est-ce que l'ulcération est un peu moins creusante? Est-ce que la fistule coule un peu moins? Bon, on va s'attacher plutôt sur le critère le plus pertinent qui est celui de la rémission. Et on a 28% de rémission, donc après induction à S12. Donc 28%, c'est pas extraordinaire. En plus, c'était une rémission uniquement clinique. On n'avait pas de contrôle IRM. Donc c'est pas fou. Alors pour l'instant, certes, ce sont des résultats préliminaires, mais le signal envoyé n'est pas hyper positif pour l'instant. Et puis pour les anti-JAK, alors ça donne quoi? On a ici les résultats extraits de l'essai pivot donc pour l'upadacitinib, donc le Rinvoq en particulier, les 1000 premiers patients, dont 172 qui avaient des fistules ou des ulcérations. Et donc après induction, à 12 semaines, donc 45 mg d'upadacitinib, on a une amélioration significative par rapport au placebo, autant pour les ulcérations que pour les fistules. Mais quand on regarde à S52, eh bien, on a plus de différences significatives par rapport au placebo pour ce qui est du traitement des fistules, et qu'on est de l'upada à 30 ou à 15 mg. Par contre, ça reste significatif pour la cicatrisation des ulcérations, mais à une dose de 30 mg par kilo. Donc, un signal quand même assez positif pour les lésions primaires. Enfin, en primeur, alors les résultats non encore publiés de la combiothérapie pour les LAP très réfractaires. Là, c'est une étude rétrospective sur 4 centres français, Paris, Marseille, Rennes. Et je remercie Anna Berne de m'avoir prêté donc, ces résultats, ces diapos. Alors, on avait donc des données issues donc, du registre national 3T-LAP, la cohorte des lésions périnéales de Crohn, donc registre impulsé par Laurence Ipourdis et donc porté par la SNFCP. On avait 1000 LAP screenés et 25 inclus, donc traités en combiothérapie. Alors on avait diverses associations. La plus fréquente, c'était l'association infliximab et ustekinumab.
Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, les résultats, c'est à peu près, enfin, c'est 2/3 d'amélioration clinique, dont la moitié avec une fermeture complète des 2 orifices fistuleux. Donc, ça nous fait un total de 32% des patients traités, 36% d'échecs, et on a quand même donc 2 amputations, donc 2 sur 25, ben, ça fait 8%, donc c'est assez important, mais pour des maladies très graves, hein, en bout de course. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'on ne notait pas de morbidité accrue chez ces patients sous combiothérapie et qui étaient suivis en moyenne 1 an. Et puis à ce jour, alors la vraie nouveauté thérapeutique pour les fistules anales, c'est la thérapie cellulaire. Donc un nouveau concept qui n'est ni vraiment médical, ni vraiment chirurgical, mais un peu des deux à la fois, hein, puisqu'on va injecter un médicament en fait. Alors vous connaissez cet essai européen ADMIR 1 en l'occurrence, 2018, donc étude contrôlée randomisée, injection de cellules souches versus injection de placebo pour des fistules actives sous immunosuppresseurs ou anti-TNF ou les deux. Et on avait à 1 an une supériorité significative de l'injection des cellules souches par rapport au placebo. Donc on avait à peu près 56 versus 39%, donc une quantité d'effet d'à peu près 17. Et c'est donc sur la foi de cet essai que les cellules souches donc, de Takeda ont obtenu leur AMM en 2019. Donc dans l'indication de fistules actives drainées par cétone, donc en échec d'un immunosuppresseur, enfin un traitement conventionnel, donc immunosuppresseur, ou d'une biothérapie. Mais je dirais, heureusement, logiquement, le périmètre de remboursement donc, a été limité à l'échec d'au moins une biothérapie. Bon, donc gros espoir dans la communauté des myéquistes et des proctologues. On a injecté, peut-être pas à tour de bras, mais enfin on a injecté ces cellules souches avec donc un gros espoir. Et puis, 2024, patatras, c'est l'essai ADMIR 2 qui a été publié récemment. Donc essai contrôlé randomisé, dans la même veine que celui de 2018, mais celui-là, il est négatif, que ce soit pour la réponse combinée, donc clinique et IRM, et même pour la réponse clinique, que ce soit à 6 mois ou à 12 mois. Alors, ADMIR 2, c'est un essai contrôlé randomisé, donc de grande envergure, mais le registre européen INSPIRE, qui avait été mis en place par le laboratoire, donc dès la commercialisation du produit, donne des résultats donc tout à fait discordants. Et ces résultats préliminaires avaient été présentés par toi, Nadia, donc à l'ECHO il y a quelques mois. Et l'on voit que donc, les résultats à 1 an après une injection de cellules souches, en vraie vie, c'est très nettement meilleur que dans l'essai ADMIR 2, puisque ça tourne à peu près à, au moins à 70% de rémission clinique 1 an après l'injection. Après, on peut se demander s'il n'y a pas un effet centre. Parce que, quand on regarde cette méta-analyse toute récente, eh bien, on voit que Nadia, donc, et l'équipe de Saint-Joseph, ils travaillent tellement bien qu'ils décalent toutes les courbes vers la droite. Très gros recrutement, très bons résultats, donc forcément ça influence les résultats de ce registre européen. Parce qu'en effet, donc toujours en vraie vie, les résultats donc, de cette étude multicentrique française, il y avait des centres donc rennais, parisiens, lyonnais et bordelais, eh bien ça donnait des résultats tout à fait différents. On voit ici qu'on avait moins de 50% de fermeture clinique des fistules injectées donc avec 12 mois de suivi. Donc au final, on a des résultats très contrastés entre l'essai ADMIR 1, l'essai ADMIR 2, négatif, les registres européens donc très positifs et le français beaucoup plus limité. Mais je crois qu'il faut rester attentif à cette technique novatrice et surtout il va falloir maintenant qu'on arrive à cibler les bons candidats. Il va falloir qu'on dégage des facteurs prédictifs de réussite. Et puis, à l'avenir, eh bien, ça sera peut-être avec un coût plus raisonnable, parce que le gros problème, enfin, un des problèmes de ces cellules souches commercialisées par le laboratoire, bien, c'est leur coût très élevé. Donc, l'avenir, ça sera peut-être avec les cellules souches autologues, donc prélevées par définition chez le patient, ce qui permettra d'éviter l'étape cellulaire ultra chère. Et c'est dans cette optique qu'on devrait débuter dans quelques mois, donc un PHRC,
Essai contrôlé randomisé, donc cellules souches hétérologues, donc les Alloficel Takeda versus cellules prélevées chez le patient. Donc un essai contrôlé randomisé piloté par Émilie Duchalet au CHU de Nantes. Et en guise de conclusion, je vous propose donc quelques clés pour vous aider donc dans la gestion pratique de ces labs qui sont souvent très complexes à traiter. Alors premièrement, est-ce que c'est vraiment un échec? Et donc ça pose la question de la vérification de la qualité du traitement chirurgical, on en parlait tout à l'heure. Deuxièmement, est-ce qu'on a optimisé notre prise en charge, que ce soit sur un plan chirurgical mais aussi médicamenteux? Est-ce que la biothérapie est la bonne? Est-ce qu'elle est vraiment bien optimisée en termes de délai, en termes de dose? On a vu troisièmement qu'on avait quand même un espoir de changement de classe avec l'arrivée des nouvelles molécules anti-LF23 et anti-JAK, avec un niveau d'efficacité malheureusement pour l'instant assez faible, sauf peut-être pour les anti-JAK dans les ulcérations, mais enfin ça reste à suivre. Pour l'instant, on a des résultats très très préliminaires. Et puis, quelles exigences de cicatrisation? Alors ça pose la question des cibles à atteindre, et finalement, ça remet sur le tapis la notion de plus en plus prégnante d'inclure davantage les patients dans ces réflexions et dans la définition des objectifs à atteindre. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci du timing. Des questions? En pratique, Dominique, qu'est-ce que tu utilises pour obturer tes fistules de Crohn, en fait, au final? Est-ce que tu utilises? Oui. Parce qu'en fait, ouais, quelle thérapeutique? Qu'est-ce que j'utilise au niveau, en termes chirurgical ou médicamenteux? Non, chirurgical. Chirurgical, je continue à utiliser les cellules souches dans les fistules qui restent inflammatoires. Les fistules, donc je suis sûr qu'elles sont bien drainées chirurgicalement, qui restent inflammatoires cliniquement et avec des signaux inflammatoires marqués en IRM. Je continue à injecter les cellules souches donc de manière très très ciblée et parcimonieuse. Après, des fistules qui ne sont pas inflammatoires. Pour des trajets qui sont longs et fins, donc je dirais plus au moins 3 cm de long et assez fins, j'utilise pas mal la radiofréquence. Et puis après, pour les autres, on a encore l'option du retrait simple du céton quand on a une rémission luminale et anopérinéale avec une biothérapie qui est bien menée. Donc au final, pas trop d'options thérapeutiques. On n'a pas trop d'options thérapeutiques, mais on est bien d'accord. Et finalement, celle qui peut-être donne des résultats corrects et la moins chère, c'est le retrait simple, puisqu'on avait fait une étude contrôlée randomisée avec la NSNFCP qui ne montrait pas de différences significatives chez des patients sous ADA qui étaient en rémission et pour lesquels on retirait l'élastique par rapport à une technique d'obturation. Alors la colle n'est désormais plus recommandée comme un traitement des fistules anales de Crohn dans les dernières recommandations ECHO, c'est le résultat est égal au placebo. Donc, je pense que c'est une thérapie qui n'est pas à proposer pour les patients qui ont une maladie de Crohn. On est d'accord. Mais et je pense que dans ces fistules pour lesquelles on injectait de la colle, donc qui étaient plutôt des trajets longs et fins, c'est pour moi remplacé par la radiofréquence. Et puis après, alors on disait tout à l'heure, effectivement, Anne nous disait, pas couper les fistules. Certes, c'est pas du tout à retenir. Après, pour des fistules qui sont très très basses, patient qui n'a jamais été opéré, qui n'a pas de trouble de la continence, ça peut parfois se discuter avec une petite réparation sphinctérienne derrière. Mais combiner cellules souches et lambeaux, c'est pas mal. On voit tes résultats, effectivement. Il faudra que je vienne te voir. Pas de questions? Bon, merci beaucoup. On clôt donc cette session de proctologie.